passés font des clins d'œil toujours discrets. Edgar? Au gagnant du jackpot de Monte Carlo. Edgar Liman, où étais-tu passé? Je suis allé en Angleterre rendre visite à la reine mère. Tu es parti 2 heures pour aller chercher un os à moelle? Pourquoi manger de la soupe quand on peut manger du poulet? On n'a pas de quoi se l'offrir. Ah! Et ensuite, il y a ça. Edgar, où l'as-tu trouvé? Je l'ai acheté dans une friperie. 50 cents. Mais il a l'air tout neuf. Joyeux anniversaire de mariage. Dis-moi que tu n'as pas joué. Jure-le sur la tombe de ta mère. Sur la tombe de ma mère, et avec toute une pile de Bibles serrées sur le cœur, je jure que je n'ai rien acheté avec des gains de jeu. Oh, Edgar. J'y vais. Bonjour. Désolé, non merci. Edgar, qui est-ce? Edgar! Oh, mon Dieu, Edgar! Oh, Edgar! Oh, oh, oh. En pleine poitrine. Et Madame Liman? C'est à vous portant. Il était sorti acheter un os à moelle. Nous n'avions plus qu'1,40 $ pour finir la semaine, donc on se contentait de manger de la soupe. Et pourtant, il est rentré avec un poulet et un chapeau assez élégant. Il trouvait toujours de bonnes occasions. Alors peut-être pourrez-vous m'expliquer comment votre mari a pu revenir avec plus d'argent que quand il est parti. Je t'assure, Désolé, non merci. C'était ses derniers mots? Oui, au dire de sa femme. C'est le genre de choses que je dis aux vendeurs qui font du porte-à-porte. Peut-être bien que c'en est un qui a craqué à force de se faire envoyer paître. Je crois que toute cette histoire est liée à l'argent. Voyez-vous, quand il est rentré, il en avait plus que quand il est parti. Peut-être qu'il faisait des paris. Il a juré que non à sa femme. J'ai juré à ma femme que la bouteille que j'ai dans mon bureau était celle qu'elle avait vue il y a une semaine. Les hommes mentent, Murdoch. Vous peut-être pas, mais les autres le font. Oui, j'en suis bien conscient. Mais si, comme vous le dites, il pariait, pourquoi aurait-il attiré son attention en achetant un pareil cadeau à sa femme? Ce qui est sûr, c'est que s'il avait plus d'argent, quelqu'un en avait moins, et il y en a qui n'aiment pas perdre. À part ça, du nouveau sur le meurtre du pasteur Henshaw? J'ai bien peur que non, monsieur. Mais je pense avoir identifié l'arme du crime. Les contusions qu'il présente semblent indiquer que le pasteur a été battu à mort à l'aide d'une canne. Il y a des empreintes sur celle-ci? Seulement celle du pasteur. Et il y a ces taches de sang au milieu de la canne. C'est tout? Et oui, malheureusement. Mon cher Murdoch, je crois que je vais m'occuper de cette affaire. J'aimerais vérifier si ce vieux Thomas Breckenridge a encore du flair. Excellente idée, monsieur. Bonjour, messieurs. Bonjour, docteur. Vous avez une semaine bien chargée. D'abord le pasteur Henshaw et maintenant une autre victime. J'ai demandé au docteur si elle avait une idée de ce que pouvait être le mobile pour le meurtre du pasteur. Oui, et malheureusement, je ne vois rien de plus que l'évidence. Toutes les contusions sur son visage indiquent qu'il a été frappé de nombreuses fois, même après la mort. Le tueur était foudrage? Ce serait aussi ma conclusion. Vous avez raison, c'est évident. Mais qui pourrait être assez enragé pour tuer un pasteur? Le décès a été provoqué par une balle qui a traversé l'aorte. Il a dû mourir presque instantanément. Vous avez extrait la balle? Oui, c'est un calibre 12 mm. Un Derringer. L'arme favorite des parieurs. Je vous l'emprunte. Nous connaissons déjà le calibre et le type d'arme. Qu'y a-t-il d'autre à chercher? Dans le canon d'une arme, il y a une multitude de sillons qui vont imprimer des rayures sur chaque balle tirée. Ces rayures sont à une arme ce que les empreintes digitales sont à une main. Ah oui, je vois, c'est fascinant. Je vous demande pardon. Merci. Crabtree, jetez un coup d'œil à cette photo. Votre bras gauche, bougez-le. Encore un peu, bon Fais ce sang. que je peux, monsieur. Que se passe-t-il? Ah, Murdoch. Je travaille sur une théorie. Je ne pense pas que cette canne soit l'arme du crime. Pourtant, les marques sur le visage du pasteur correspondent à la forme de cette canne. Regardez. La victime a été frappée à 8 reprises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or, il y a du sang uniquement sur la partie centrale de la canne. Je crois que cette canne appartenait au pasteur.
Il l'a utilisé pour se défendre, mais le tueur l'a repoussé et repoussé contre son visage. Très pertinent. Oui, je sais, merci. Bon, debout, Georges. Que donne la piste du chapeau? On a vérifié dans toutes les friperies de ce côté de Young Street. Aucune n'a vendu de chapeau italien en paille avec des plumes autrichiennes et du ruban couleur champagne. Voilà une description digne d'un chapelier. Oh, ma tante Primrose m'envoyait souvent lui chercher des chapeaux. Certains étaient très sophistiqués. Il y en avait plein le magasin. Oui. Je vois. Georges, peut-être que M. Liman a menti concernant la provenance de ce chapeau pour cacher à sa femme qu'il venait de recevoir de l'argent. Contactez les autres vendeurs de chapeaux. C'est déjà fait, monsieur. Il n'y a qu'une seule boutique qui vend le modèle, avec le même ruban, disponible également couleur prune ou framboise. Et où se trouve-t-elle? À l'angle de Carlton et Parliament. Croyez-vous que cela soit un échange raisonnable? Laissez-moi vous expliquer. Imaginez que vous placiez votre main au-dessus d'une bougie. Elle est au sommet de la flamme. En l'espace d'une seconde, la douleur est déjà insupportable. Je m'en fiche, j'en ai rien à faire, c'est moi qui parle. Et c'est tant mieux. Oui, c'est bien elle. C'est la bonne, oui, c'est bien elle. Ne l'écoute pas, le monsieur n'a pas toute sa tête. Il ne faut pas faire attention. Ne traîne pas devant chez moi, Décidément, t'es toujours aussi laid. Si t'as besoin d'une corde pour te pendre, j'ai ce qu'il te faut. Qui veut de la pizza? Tout juste sorti du four. Pizza, qui veut de la pizza? C'est bon la pizza. Entrez, la meilleure viande, c'est chez moi. Georges, montrez cette photo autour de vous, au cas où quelqu'un se souviendrait avoir vu M. Liman hier après-midi. Oui, monsieur. Pizza, n'hésitez pas. Approchez, venez goûter ma pizza. Elle est bonne ma pizza. Baisse les prix aujourd'hui, messieurs dames. J'ai visité de nos offres sur la viande. Oh oui, je m'en souviens. Il est venu acheter un chapeau pour sa femme. Quelle heure était-il? Nous étions en train de fermer, il était 6 heures. Nous ne voulions pas le laisser entrer, mais il était de si bonne humeur que je n'ai pas osé dire non. Il est arrivé en chantant, nous a fait le baise-main et a même essayé des chapeaux. Et dites-moi, combien coûtait ce chapeau? Il était à 5,50 $. C'était le modèle le plus cher. Il a payé avec un billet de 10 $ flambant neuf. On n'en voit pas très souvent. Bien sûr. Ça, je m'en fiche. Il y en a que ça gêne. Moi, je vous remercie. Moi, je m'en fiche. Peut-être qu'elle voulait que je le fasse, mais je m'en fiche. Elle voulait que je le fasse, mais je m'en fiche. Excusez-moi, monsieur. Je m'en fiche. Chut. Elle m'a demandé de le faire, mais moi, j'ai pas accepté. Monsieur, Ah non. avez-vous vu cet homme hier après-midi? Il est mort, oui. Oui, Non, mais j'ai l'avez-vous pas vu accepté. hier après-midi? C'était pas mon sang sur lui. Et lui, il est au courant, oui. Mais il est au courant de quoi? Il est l'un d'entre eux. Et ensuite, elle a dit que je devais le faire. Elle m'a dit qu'elle voulait que je le fasse. Mais moi, j'ai dit non, j'ai refusé. Pizza! Venez goûter ma pizza! Excusez-moi, monsieur. Avez-vous vu cet homme hier après-midi? Non, désolé. Elle est bonne ma pizza! Venez goûter ma pizza! Pourtant, cet homme dit que vous l'avez vu. C'est un démon, vous n'allez pas le croire. Oui, je l'ai peut-être aperçu, c'est possible. Mais s'il ne m'a rien acheté, comment voulez-vous que je me rappelle? Qu'est-ce que c'est, une pizza? C'est une tarte à la tomate et au fromage. Et si vous la voulez à la viande, il faut attendre la prochaine. C'est un cent la bouchée? Oui. Allez, je vous en prends une. Mon ange a traversé le ciel. Il est revenu personne d'autre. C'est délicieux. Oui. Oui, excellent. Oui. Un cent la bouchée! Venez goûter ma pizza! Du nouveau, Georges? Ah, monsieur. Non, malheureusement. Agent Crabtree! Ah, Madame Lind, comment allez-vous? Vous avez votre sac? Oui, et c'est grâce à vous. Il y a 2 semaines, je l'ai oublié sur ce banc, et quand je suis revenue, mon sac avait disparu. Avec l'unique photo de mon bien-aimé Jack. Higgins et moi avons jeté un coup d'œil dans les ruelles. Oui, et vous l'avez retrouvé. Quelqu'un a pris ce qu'il voulait dedans et s'en est débarrassé. Comment peut-on être aussi malhonnête? Mais j'étais tellement heureuse que je lui ai apporté une tarte chez lui. Oui, d'ailleurs, c'était excellent. Madame Lind, avez-vous vu cet homme hier après-midi? Oui. Oui, un homme très poli. Il m'a salué d'un coup de chapeau. Aujourd'hui, plus personne ne salue comme il faut de mon temps. Tout le monde se saluait d'un coup de chapeau. Madame Lind, avez-vous vu où cet homme allait? Eh bien oui, bien sûr. On prétend que je suis à moitié folle, mais je me souviens de tout. Oui, il est passé. Il avait 4 cents pour acheter un as à moelle, sans blague. Je fais pas la charité, moi. La charité? Si vous voulez un as à moelle pour moins de 5 cents, allez donc demander ailleurs. Mais ce monsieur ne vous a pas acheté un poulet? Si, quand il est revenu. Il me souriait comme si j'étais son meilleur ami. Il m'a donné 25 cents et il a pris son poulet. Vous n'avez pas trouvé cela curieux?
Non, ce sont les affaires. Si vous me donnez 25 cents, moi, je vous donne un poulet. C'est un peu au-dessus du prix du marché, monsieur. Monsieur, auriez-vous entendu parler d'un endroit dans le quartier où les gens font des paris? Oui, c'est la porte à côté. Il s'appelle Robert Grimsby. Sur l'enseigne, c'est un tailleur, mais il se prend aussi pour un bookmaker. Jamais vu, désolé. Donc, il n'est pas venu chez vous hier après-midi? Je l'aurais vu si c'était le cas. C'est très intriguant. Nous pensons que cet homme a gagné de l'argent en faisant des paris. Et si on en croit la rumeur, votre établissement serait également un endroit où on peut parier. Qui vous a dit ça? Oh, laissez-moi deviner. Il tient la boucherie à moins d'1 mètre. Si vous ne voulez pas perdre de temps, évitez de l'écouter. Pourquoi aurait-il menti? Parce qu'il me doit de l'argent. Oh. Dans ce cas, cela explique pourquoi il m'a dit que vous étiez un bookmaker. Je crois qu'il est dans votre intérêt de nous laisser procéder à une fouille des lieux. Je peux vous assurer que vous ne trouverez rien chez moi qui ne sorte de l'ordinaire. Monsieur, il y a un carnet avec des mensurations qui pourrait vous intéresser. En effet. Oh, ça alors, il y a un E. Liman qui figure dans ce carnet. C'est curieux que vous disiez ne pas le connaître puisque son nom est là, sous mes yeux. D'accord, je le connais. Il était là hier. Il a mis $1 sur Wishbone. Il prétendait qu'il avait eu un tuyau. Et il a gagné? Non, il a perdu. Wishbone était 3e. Monsieur? Il a perdu. Alors où est-ce qu'il a eu l'argent? Je ne sais pas, monsieur. C'est l'arme qui a tué Liman? Non, je ne crois pas. Dommage. Messieurs, il y a eu un autre meurtre. Madame Thelma Green. La victime a été tuée d'une balle en plein cœur, dans le ventricule droit cette fois. Et j'ai trouvé des résidus de poudre sur sa robe, regardez. Elle a été abattue à bout portant. En effet, et j'ai extrait ceci. Je pense qu'elle vient d'un Derringer. Peut-être du pistolet qui a tué Edgar Liman? Voulez-vous vérifier par vous-même? Je peux. Elles correspondent. La même arme, le même tueur. Les deux victimes sont différentes, cependant. Edgar Liman était charbonnier, c'était un bon vivant, amateur d'alcool et de paris. Alors que Thelma Green était dans le mouvement pour la tempérance. Ils évoluaient dans des mondes très différents, professionnellement, socialement et géographiquement. Dans ce cas, quel est le lien? C'est ce que nous devons découvrir. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec le meurtre du pasteur? C'est peu probable. Enfin, j'en doute. Le pasteur a été molesté et les autres abattus. Oui, mais les 3 victimes ont été trouvées mortes dans leur maison devant la porte. C'est peut-être une piste. Higgins! Du nouveau, George? J'ai interrogé l'ensemble de son personnel. Madame Green est sortie de sa maison de Jarvis hier après-midi. Elle se rendait à un déjeuner du mouvement pour la tempérance au croisement de Broadview et de Gerrard. Bien, il faut maintenant découvrir s'il y avait un lien entre l'un des invités et Edgar Liman. Si vous me permettez, monsieur, je pense avoir trouvé un lien entre les 3 victimes. Ils se cachent dans leur nom. Leur nom, vous dites? J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir dans le tramway. Comme vous le savez, je me plais à jongler avec les mots. À vrai dire, George, je l'ignorais. C'est une véritable passion. Et je me suis aperçu qu'en éliminant par paire les lettres communes au nom de ces 2 victimes, on obtenait un mot qui est sans nul doute une piste. D-E-A-T-H. La mort. En anglais, monsieur. Vous ne croyez tout de même pas que c'est une coïncidence? George, savez-vous quand Madame Green a quitté ce déjeuner? 14h45, à peu de choses près. Et ensuite, savez-vous où elle est allée? Un témoin a dit que son fiacre n'en finissait pas d'arriver, alors elle est rentrée à pied. Elle est rentrée à pied. Je vois. Si je ne me trompe pas, George, le chemin le plus court pour aller de ce déjeuner à sa maison de Jarvis passe par Carlton et Parliament. Dans le repère. Alors, vous vous occupez de ce côté de la rue, moi je m'occupe de celui-là. Pourquoi c'est vous qui auriez ce côté? Je ne vois pas où est la différence. Mais c'est ce qui adviendra de tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. C'est ce type qui parle de l'apocalypse, George. J'ai pas envie de m'en approcher. Et si vous voulez échanger, je veux bien. Mais de mon côté de la rue, il y a un fou qui mendie et qui discute jour et nuit avec des anges, des femmes et je ne sais qui encore. Alors, c'est à vous de voir. C'est bon. Essayez l'adopter, vous verrez, messieurs, dames. Madame Lind. Oh, bonjour, agent Crabtree. Comment allez-vous? Très bien, asseyez-vous un instant. Une part de gâteau? Oh non, merci. Les boutons de ma tunique ne vont pas tenir. Madame Lind, il y a eu un autre meurtre. Oh,
non. Vous rappelez-vous avoir vu cette femme? Portait-elle une robe rose? Oui, j'aurais plutôt parlé d'un ton corail, mais c'est bien elle. Toutes ces belles couleurs me manquent. Je ne porte plus que du noir depuis que mon Jack est mort. C'est normal. Vous vous rappelez où elle est allée? Oh oui, elle est allée à la boutique de chapeaux. Oh, pour la connaître, je la connais. À mon grand regret. Et pourquoi cela? Elle vient tout le temps à la boutique, nous traite comme si nous étions ses domestiques. Elle essaye tous les chapeaux un par un. Et quand elle décide d'en acheter un, elle discute le prix comme si elle n'avait pas les moyens. J'ai pu observer que les gens les plus riches sont souvent les plus pingres. C'est probablement une des raisons pour lesquelles ils sont devenus riches. Pourquoi me demandez-vous cela? Elle a été assassinée. Oh mon Dieu, non. Elle était bien trop près de ses sous, mais elle ne méritait pas pour autant de mourir. Vous ne trouvez pas cela curieux, Madame Palmerston, que les deux victimes soient passées dans votre boutique avant de mourir? Êtes-vous en train de dire que je pourrais être mêlée à cette histoire? C'est une simple question, madame. Je crois que je n'aurai plus de boutique si je tuais mes clients. Je n'aurai plus personne pour acheter mes chapeaux. Oui, bien sûr. Merci. Vous l'avez vu arriver de ce côté? Oui, enfin, je crois que c'était là. L'Apocalypse l'explique clairement. Mais pour les lâches, pour les incrédules, les abominables et les meurtriers... Monsieur... Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Monsieur, leur part je voudrais sera vous... dans les temps ardents de feu et de soufre qui Monsieur, est si là. vous ne regardez pas ce que je vous montre, vous continuerez votre prêche au poste. Je ne l'ai jamais vu. Ce qui est la seconde mort pour tous ceux qui ne sont pas inscrits Georges, dans le livre de vie de l'agneau. je viens de parler au vendeur de pizza. Vous en avez pris une bouchée? Non, je ne croque pas dans une tarte dans laquelle tout le monde a mordu. Oh, franchement, je trouve que vous êtes écœuré pour bien peu. Je vous disais qu'il se souvient d'elle. Vraiment? Oui. Il l'a vue où? Elle sortait de la banque, elle comptait des billets. De la Banque de Toronto? Oui, monsieur, c'est ce qu'il a dit. Qu'y a-t-il? J'ai consulté les finances du pasteur Henshaw. Il avait un compte à la succursale de la Banque de Toronto, sur Carlton. Regardez sa dernière transaction. Le 11 mai? Le jour où il a été tué. Il y a donc un lien entre mon meurtre et les vôtres. Cela pourrait n'être qu'une coïncidence. Ou alors une bonne nouvelle. C'est vous qui l'avez dit, Murdoch. Les 3 victimes sont passées sur cette place le jour où elles ont été tuées. Il vaut mieux ne pas les bruiter, les gens risquent de paniquer. Quel genre de meurtrier choisit ses victimes sans avoir de mobile? Je crois que nous avons affaire à un tueur séquentiel. Un tueur séquentiel? Le terme est de mon invention. Il s'agit d'un meurtrier qui fait plusieurs victimes les unes après les autres en séparant les attaques de quelques jours à plusieurs mois. Comme Jack l'Éventreur. C'est le plus connu d'entre eux, mais il y en a eu d'autres. Joseph Vacher a commis 11 meurtres, Henry Howard Holmes des dizaines, peut-être même des centaines. Y avait-il des similitudes entre les victimes? Jack l'Éventreur ne tuait que des femmes, Vacher visait surtout les adolescents. Apparemment, Holmes tuait tous ceux qui croisaient son chemin. Mais pourquoi? Pourquoi les tuait-il? Personne ne le sait. L'Éventreur n'a jamais été arrêté et les autres ont été exécutés avant qu'on les étudie. Est-ce que ces hommes étaient fous? Certains peut-être, mais pas tous. La seule chose dont nous soyons certains, c'est qu'ils avaient tous cette compulsion meurtrière. Vous tous qui marchez dans l'ombre de l'ignorance, qui refusez la lumière divine, vous tous qui regardez le sol et contemplez vos propres désirs égoïstes. Vous n'avez pas la moindre idée de quoi je suis capable. Le sang sur mes mains? Non, c'est moi qui parle cette fois. Vous n'avez aucune idée. Fais attention à toi. Laissez-vous tenter. Madame Lind, Oh, j'en gratterai. je regrette de devoir vous montrer ça, mais il faut que nous sachions si vous avez vu cet homme, c'est important. Oh mon Dieu, quelqu'un d'autre a été tué. Cet homme a été tué il y a 2 semaines. Oh, quelle horreur. Faites-moi voir. Oui. Oui, je le connais, c'était un pasteur. Mon regretté Jack était dans le ministère, lui aussi, il était anglican. Madame Lind, l'avez-vous vu il y a 2 semaines, le 11 mai? C'était un vendredi. Oui. Il se rendait chez le tailleur, je me rappelle. Oui, le pasteur Henshaw était un de mes clients. Il est passé chez vous le 11 mai? Il a parié $10 sur Spendthrift. Il a perdu. Il venait souvent? Chaque semaine. Un pasteur qui joue aux courses, on s'attend à mieux. C'est aussi mon avis. Je trouvais que ce quartier était paisible, rempli de gens joyeux, et aujourd'hui tout semble être une menace. Repentez-vous, à genoux et priez.
Vous n'avez aucune idée de quoi je suis capable. Elle est bonne, ma pizza. Que voulez-vous photographier, monsieur? Des comportements inhabituels. Est-ce que notre tueur observe tranquillement? Est-ce qu'il se dispute avec ses victimes? Est-ce qu'il les suit? Ce genre de choses. Et s'il y a un autre meurtre? Dans ce cas, nous aurions la preuve pour l'arrêter. Voilà tout. Monsieur, j'ai une autre théorie. Je vous écoute. Nous savons que nous recherchons un tueur séquentiel comme Jack l'Éventreur. Mais ce que vous ignorez peut-être, monsieur, c'est que la dernière victime de Jack l'Éventreur était une prostituée qui avait eu une relation avec le prince de Galles. Tiens donc. C'est un fait, monsieur. Il a aussi été prouvé que lorsqu'elle est morte, cette femme était enceinte. Et naturellement, à l'époque, tout le monde a supposé que cet enfant était celui du prince. Évidemment, la monarchie ne pouvait pas tolérer qu'un bâtard soit prétendant au trône, ce qui a amené bien des gens à penser que ce sont eux qui l'avaient tué. Georges, pourquoi parlons-nous de Jack l'Éventreur? Donnez-moi la pellicule, voulez-vous? Pour illustrer ma théorie, monsieur. Il se pourrait que dans cette affaire, un seul de ces meurtres est un mobile. Les autres auraient simplement été commis pour détourner notre attention du seul véritable mobile. Et quel serait-il selon vous? Eh bien, voyez-vous, le fait que nous ne l'ayons pas encore découvert m'amène à penser que le meurtre qui aura un véritable mobile doit encore être commis. C'est une théorie très intéressante. Et où comptez-vous le disposer? Eh bien, une des choses dont nous sommes sûrs est que les victimes sont toutes passées à un moment ou à un autre au croisement de Carlton et Parliament. Je propose donc que l'appareil photo de contrôle soit disposé là-bas. Donc il espère photographier un meurtre, c'est bien ça? Ce n'est pas qu'il espère photographier un meurtre, Higgins. Mais si quelqu'un se fait tuer, c'est le devoir de l'inspecteur de rassembler autant de preuves que possible. Je croyais que les pellicules étaient très coûteuses. C'est vrai, elles le sont. Mais il a réglé l'appareil pour qu'il prenne une photo toutes les 4 secondes, ce qui nous permet de photographier toute une journée sur une seule pellicule. Voilà, nous y sommes. Et c'est parti. Les photos se font automatiquement. J'ai un peu faim, Georges. Ah, vous y venez. Vous avez raison, c'est délicieux. Vous ai-je déjà donné de mauvais conseils? N'empêche que ce n'est pas très hygiénique. Hé, Georges, ne vous adonnez pas à empêcher. Georges, il y a $10 là-dedans. C'est la moitié de mon salaire. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Vous ne pouvez pas le garder. Cet argent ne vous appartient pas. Non, mais si on ne retrouve pas le propriétaire? Jetez un coup d'œil à l'intérieur. Si vous me trouvez, déposez-moi au 349 Parliament Street. Dégagez, fichez-moi. Oh, Dégagez. il recommence. Laissez-moi, c'est pas le moment. Non, Monsieur, je nous vous dis sommes en que... service. Circulez, s'il vous plaît. Ce n'était pas ma faute. Il voulait que je le fasse la ferme. Tais-toi, imbécile. Mais je dis seulement la ferme. Je t'ai dit de te taire. Il est cinglé. Nous n'ouvrons pas avant 18h. Qu'est-ce qui se passe? On a trouvé votre portefeuille. Eh bien... Merci beaucoup. Vous ne le gardez pas? Disons que c'est votre récompense. Vous voyez, Henri, ça paie d'être honnête. Vous avez un nouveau portefeuille. J'aurais préféré les $10. Qu'est-ce que ça donne? Rien pour l'instant, monsieur. Voilà maintenant 2 jours que l'appareil est en place. Le tueur va frapper à nouveau. Oui, je sais. Messieurs. Robert Grimsby a été tué d'une balle dans le cœur, comme les autres. Et les rayures sont les mêmes que sur les autres balles. Quelle est l'heure du décès? La température corporelle ne me permet pas d'être précise, mais j'ai analysé le contenu de son estomac et je peux dire avec certitude qu'il a mangé son dernier repas 45 minutes avant de trouver la mort. Cornet de bif et pain de seigle. Messieurs,
J'ai parlé au propriétaire du restaurant Sumac où Grimsby est allé manger son corned beef hier soir. À quelle heure y était-il? Entre 20h15 et 20h25. Donc, il aura été tué vers 21h. Monsieur, arrêtez le projecteur. C'est Robert Grimsby, là. Il se dispute avec le boucher. Et alors? Cette image est la preuve que ma théorie est juste. De quoi est-ce qu'il parle, là, Murdoch? Monsieur, George pense que les 3 premiers meurtres ont été commis au hasard afin de cacher le véritable mobile du tueur. Il n'y a qu'un meurtre avec un véritable mobile, et il s'agit de ce meurtre. Et ce serait quoi, ce mobile? La haine, purement et simplement. Le boucher a tué le tailleur. C'est le dernier acte de leur dispute. Je n'ai jamais dit que je détestais Grimsby. Mais vous l'avez dénoncé à la police. Dois-je vous rappeler que cet homme organisait des paris à 2 pas de ma boutique? Nous le savons, et vous lui deviez de l'argent, n'est-ce pas? Et comme il est mort, vous n'avez plus de dette. Où étiez-vous hier soir? J'ai passé la soirée chez moi. Vous pouvez le prouver? Non, j'étais tout seul. C'est pas un crime que je sache. Parlez-nous du 11 mai, du 17, du 24 et du 26. Que voulez-vous que je vous dise? Nous aimerions savoir ce que vous avez fait ces soirs-là. Quoi, vous croyez que j'ai quelque chose à voir avec ces meurtres? Pourquoi j'aurais tué ces gens? Je les connaissais même pas. Justement, vous ne les connaissiez pas. Vous avez tué 3 personnes au hasard pour nous mettre sur une fausse piste. Quoi? Nous pensons que vous avez intentionnellement tué ces 3 personnes pour dissimuler le mobile qui vous a poussé à tuer Monsieur Grimsby. Vous avez perdu la tête. C'est une vieille mule bourrue, je vous l'accorde. Mais de là à tuer de sang-froid 3 innocents pour nous embrouiller... Si j'en prends mon instinct de policier, ce casse-pied n'a pas l'étoffe d'un tueur. Du nouveau, George? Peut-être bien, monsieur. Regardez. On voit Robert Grimsby qui entre dans la banque. Là, il ressort. Et il s'arrête pour ramasser quelque chose, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. George, voulez-vous agrandir cette section, s'il vous plaît? Oui. C'est fait. Un portefeuille. Voilà ce que Grimsby ramasse devant la banque. Ce qui est curieux, c'est qu'Higgins et moi avons trouvé un portefeuille pratiquement au même endroit. Eh bien... Je vous en prie, servez-vous. C'est gentil. Celui-là est très joli. George? Aucun de ces portefeuilles n'est à vous. Des personnes les trouvent tous les 2 jours et me les apportent. J'ai même pensé à mettre une boîte de dépôt pour éviter d'avoir à leur ouvrir. Et ils contenaient tous votre adresse? Et généralement de l'argent. Combien? Quand il y en a, 10 $. Vous ne trouvez pas ça un peu curieux? Bien sûr que si. Mais quand quelqu'un fait un don à la mission, je l'accepte. Et combien de ces portefeuilles ne contenaient pas d'argent? 4. Edgar Lehman venait de se procurer une coquette somme d'argent, d'où sa bonne humeur. Thelma Green a été vue en train de compter des billets devant la banque et le pasteur Henshaw a perdu 10 $ en pariant. Je suppose qu'il a cru que Dieu lui venait en aide. 4 portefeuilles, 4 morts. Si vous rendez l'argent, vous vivez. Si vous le gardez, vous mourrez. Si ce que vous me dites est vrai, cela ressemble à un test de moralité. De moralité, docteur? Imaginé par un meurtrier? C'est loin d'être aussi ironique que vous le croyez. Les gens capables de tuer de sang-froid ont souvent un code moral très strict. Dieu lui-même frappait volontiers ceux qui n'étaient pas à la hauteur de ses exigences. Le tueur pourrait être un fanatique religieux. Il y en a un sur la place. Oh, celui-là, il est debout sur une caisse et promet l'enfer et la damnation toute la journée. Et il était loin d'être coopératif quand je l'ai interrogé. Oh, et il y a aussi un mendiant qui traîne vers la mission près de Parliament Street. Alors je ne sais pas si c'est un croyant fondu de morale, mais c'est un cinglé. Oui. Nous savons que le tueur est en colère. Mais qu'est-ce qui a pu provoquer cette colère? C'est dur à dire, il ne le sait peut-être pas lui-même. Une colère de cette ampleur est souvent déplacée. La théorie de Sigmund Freud est que notre subconscient nous empêche d'exprimer notre colère contre la personne qui en est responsable et nous force à la retourner vers une autre personne totalement étrangère à cette montée de haine. Ah, donc, si un inspecteur de police s'est fait hurler dessus par sa femme et qu'il retourne sa colère contre un agent qui n'a rien fait... George, je comprends mieux maintenant. Ceci expliquerait pourquoi les tueurs séquentiels semblent choisir leurs victimes au hasard. Exactement. Qu'est-ce qu'on cherche, monsieur? Si nous découvrons qui a déposé le portefeuille, nous aurons notre meurtrier. Le prêcheur vient de passer. Oui, comme une douzaine d'autres personnes, George. N'importe qui aurait pu le déposer. Qui plus est, il est peut-être resté par terre pendant des heures. Dans ce cas, nous allons établir une surveillance. Nous savons exactement où il a été déposé.
Crabtree et Higgins iront sur place habillés en civil. Nous les observerons d'en haut. Nous, monsieur? C'est aussi mon enquête, Murdoch. J'ai horreur de faire ce genre de choses. Vous vous souvenez quand on a rampé dans les égouts pour chercher une preuve que l'inspecteur croyait avoir perdue? Oh, ça ne s'oublie pas. Eh bien, c'est pire de faire ça. Et pourquoi, Henry? Nous allons tourner en rond pendant des heures dans l'espoir de voir quelqu'un jeter un portefeuille. Regardez donc le bon côté des choses. Au moins, nous pouvons être habillés en civil. Vous parlez d'un réconfort? Tout bien considéré, vous ne vous en sortez pas si mal. Comment ça? Vous pourriez être à ma place et être obligé de vous écouter. J'aurais dû dire à Margaret de nous faire à manger. Georges m'a parlé de ce nouveau plat italien, monsieur. Ça s'appelle pizza. C'est italien? Oh, non. Un morceau de viande et des légumes, voilà ce qu'il me faut. Je vous croyais plus aventureux, monsieur. Eh bien, Jean Crabtree, Madame Lind, où est votre uniforme? vous savez, madame, même les policiers sont parfois en repos. Je vous trouve vraiment très élégant. Oh, merci. C'est une chose qui se perd de nos jours. Allez, mesdames et messieurs, c'est le moment d'en profiter. Celle-là, je ne verrai pas tous les jours. Henri. $10. Je reviens, j'appelle l'inspecteur. Il est meilleur parce qu'il est omniprésent. Quelle est son adresse? Savez-vous où vit le démon? Oui? C'est moi, monsieur. On a le portefeuille, mais on n'a pas vu qui l'a déposé. Ce n'est rien, Georges. Contentez-vous de suivre le plan. Comptez les billets ostensiblement et ensuite, dépensez-les. Comme si c'était le plus beau jour de votre vie. Oui, monsieur. Le péché n'est pas uniquement dans le meurtre ou le vol. Il se trouve dans chacune des pensées qui se glissent dans votre esprit. C'est elle qui voulait que je le fasse. Oh oui, je sais quand je le vois. Mais c'était pas ma faute. Non, c'était pas ma faute. Je cherche un chapeau, madame. Et après? Il a besoin d'un couvre-chef? Je ne lui ai pas dit comment dépenser cet argent. C'est un excellent choix, monsieur. C'est un de nos plus beaux modèles. Je dois vous avouer que j'ai toujours eu un penchant pour les chapeaux en paille de Livourne. Rien n'est trop beau pour ma fiancée, et je viens de toucher une jolie somme. N'hésitez pas à revenir nous voir. Je n'hésiterai pas. Merci, madame. C'est bon pour la santé. C'est là qu'iront les brebis égardées. Je vous remercie, monsieur. J'espère que ça vous plaira. Merci à vous. Et voilà, messieurs, dames. Encore Georges. un client satisfait. Suivez le plan. Rentrez chez vous. Oui. On vous assure. Oh, mon sang! J'ai vu un homme qui marchait derrière moi, mais il a dû prendre une autre direction. Est-ce qu'il a vu où vous habitez? C'est possible, oui. Mettez ça. Un gilet pare-balles, monsieur? Vous croyez que c'est nécessaire? À vous de voir, petit malin. Si vous vous faites tirer dessus, vous voulez mourir? Non, pas vraiment. Qui est là? C'est moi, Georges. J'ai observé la porte depuis l'autre côté de la rue et je n'ai vu personne s'arrêter. Ce n'est pas ce soir que le tueur se montrera. Il aura peut-être compris que c'était un piège. C'est possible. Peut-être vous a-t-il reconnu et a préféré ne pas vous suivre. Ah, je suis désolé, monsieur. Ce n'est pas votre faute, Crabtree. Allez donc vous reposer. Nous réessaierons demain. Mesdames et messieurs, Jack, très bonne issue. Agent Crabtree, j'ai un cadeau pour vous. Madame Lind, vous m'apportez une autre tarte? Oh, il ne fallait pas. Elle est à la prune, c'est le fruit que je préfère. Je vais vous en couper une part.
Hé, allez, dis pas le camp. L'une de ces personnes est notre tueur, Murdoch. C'est possible, monsieur. Je me demandais, celui qui dépose le portefeuille doit attendre que la victime le ramasse. Donc les mieux placés pour observer sont ceux qui passent leur journée ici. Vous croyez que c'est celui de cette vieille dame? Il appartient à Madame Lind. Elle le laisse toujours ici. Et où est Madame Lind? Comment avez-vous pu? Un jeune homme aussi charmant et policier de surcroît. Écoutez, Madame Lind. Que peut-on espérer d'un monde où même les policiers sont malhonnêtes? Madame Lind, vous vous trompez. Je n'ai pas volé ce portefeuille. Je vous ai vu. Vous avez acheté un jambon et un chapeau. Le même jambon que celui-ci. C'était une mise en scène. On vous a tendu un piège. Un piège? Nous avions compris le test du portefeuille. Si j'ai dépensé cet argent, c'était uniquement pour faire l'appât. Nous voulions attraper le tueur. Oh non, je ne crois pas. Madame Lind, regardez, c'est un gilet pare-balles. Je le portais la nuit dernière au cas où le tueur serait venu et aurait essayé de m'abattre. Mais maintenant, vous ne le portez plus. À cette heure-ci, le matin, elle va au cimetière sur la tombe de sa sainteté, Jack. Vous pensez que ce n'était pas un saint? Quelle sotte. J'ai bien peur de m'être trahi. Il courait après toutes les veuves de sa congrégation. Il a même tenté sa chance avec moi. Bigre. Madame Lind était au courant? Elle a découvert ses lettres après son décès. Certaines personnes n'acceptent pas la vérité. Ça ressemble étonnamment à une canne. Vous n'y pensez pas, Murdoch. Elle est toujours le nez dans sa Bible. Mais c'est une vieille dame. Ça m'étonnerait qu'elle soit notre meurtrier. Il va falloir que vous preniez une décision, Madame Lind. Soit vous me donnez cette arme, soit vous tuez un homme innocent. Ce n'est pas juste, agent Crabtree. Donnez-moi ce pistolet, Madame Lind. George, tout va bien, monsieur. Bonjour. De mon temps, madame, les gens étaient honnêtes. Et si vous trouviez le sac de quelqu'un, vous le lui rapportiez, sans même attendre de récompense. Mais aujourd'hui, les gens prennent l'argent et se débarrassent du reste. Le monde a dû changer après la mort de votre mari. Oui, en effet. Il est devenu mesquin et laid. Et plus je m'en apercevais, plus je me sentais gagnée par la colère. Ce qui explique ce test. Oui, c'est bien ça. Je voulais savoir qui était capable de faire une telle chose. Et j'ai d'abord pensé à un vagabond, une prostituée, mais un pasteur, un ministre de la Sainte Église. Il aurait dû agir en pasteur. Comme aurait dû le faire votre mari. Lui aussi était pasteur, n'est-ce pas? Jack ne m'a jamais déçu. Il a veillé à ce que je ne manque de rien après sa mort. Votre époux n'a pas respecté vos vœux de mariage. Je ne vous parle pas de Jack. Je vous parle de voleurs et d'hypocrites. Je vous parle de gens qui ne savent pas ce qu'est le respect d'autrui. Qui pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent sans craindre de représailles. Ils méritent de mourir. Tous autant qu'ils sont. Elle est complètement timbrée. On ne tue pas pour un portefeuille. Ce n'est pas pour ça qu'elle tuait. Rendez-vous compte, son mari était pasteur. Elle le pensait moralement infaillible. Quand elle a compris qu'il n'en était rien, son conscient n'a pas réussi à l'accepter. Son inconscient a été blessé, empli de colère et de haine. Colère qu'elle devait faire sortir, ce qui explique le test. C'est ce que je dis. Cette femme est cinglée. À vrai dire, la pizza est plus un plat qu'un dessert. Et pourtant, c'est tout aussi bon qu'une tarte. Donc, à mon avis, on peut la manger comme plat ou comme dessert. Vous savez d'où ça vient? Oui, c'est italien. Oh, italien, comme c'est exotique, George. Combien pour une part, monsieur? 5 cents. 2, s'il vous plaît.
C'est délicieux. Très pratique. Comment ça pratique? Réfléchissez. Il n'y a pas besoin d'assiette pour manger une pizza, ni de couvert. Ce serait très commode à la maison. Parfait pour un célibataire. Ou une femme qui travaille. Et si ce marchand utilisait sa bicyclette... Il pourrait livrer ses pizzas à domicile. Exactement, Georges. Je crois que nous devrions penser à noter nos idées. Je lui parle toujours. Ah oui, je lui parle toujours. Toujours, c'est vrai. À elle, je lui parle toujours parce que...